Alors bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle Malte Academy. Pour moi, c'est la première de la rentrée après une pause d'à peu près un mois pour les formations Malte Academy. Donc bienvenue. Aujourd'hui, on est accompagné par Antoine qui est freelance full stack sur Malte et qui est aussi formateur. Je vous partagerai tout à l'heure son profil Malte si vous êtes curieux et si vous souhaitez le consulter. Donc aujourd'hui, c'est une Malte Academy pour vous apprendre à coder votre CV. Donc, c'est une Malte Academy de plus d'une heure à peu près. Excusez-moi s'il y a un petit peu de bruit autour. Je voulais simplement vous donner quelques informations sur les Malte Academy, si jamais c'est la première fois que vous participez. Donc, les Malte Academy, ce sont des webinars qui sont souvent à l'initiative de nos freelances. Donc, ce sont des formations qui peuvent être de 20 jusqu'à plus d'une heure, 20 minutes jusqu'à plus d'une heure et sur tout un tas de sujets, pas forcément sur des sujets tech, ça peut être en marketing, en communication, des sujets data. Vous pouvez aussi vous-même proposer d'animer une Malte Academy. Je vous partagerai aussi dans quelques minutes le lien justement pour proposer d'en animer. Sur la page que je vais vous partager, vous aurez également tous les replays des précédentes Malte Academy. Donc, il y en a à peu près 200 qui ont été organisés depuis le mois de mars par les freelances et également par des malteurs, donc des personnes qui travaillent chez Malte. Et la dernière chose, vous aurez le programme des Malte Academy du mois de septembre. Je vous partage tout ça. Bonjour à tous. J'ai vu que vous avez commencé à échanger sur le chat. Donc justement, n'hésitez pas à envoyer vos questions pendant toute la formation et je crois qu'Antoine pourra y répondre à la fin. Antoine, c'est ton tour. Je vais du coup couper mon micro, couper ma caméra, mais je reste là. Donc, merci à toi déjà d'avoir proposé d'animer une nouvelle fois cette Malte Academy. Et puis, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Alors, moi aussi, je vais vous partager mon écran. Vous me dites si ça fonctionne bien pour vous. Est-ce que ça marche bien? Vous pouvez réagir par le chat, me dire. Ok, super. Ok, nickel. Eh ben, bonjour à tous. Ouais, donc, bienvenue dans cette introduction au web dev. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Antoine Bernier. Donc, j'ai deux activités. Je suis freelance, donc développeur freelance depuis maintenant 15 ans à peu près. Donc voilà, disponible sur la plateforme Malte également. Je vous ai mis mon lien ici. Et ma deuxième activité, c'est d'être teacher dans la web school Ironac. Je vais vous faire une petite présentation de cette école. Donc Ironac, c'est une école avec des antennes un petit peu partout dans le monde, et notamment à Paris, qui propose en fait des bootcamps, et notamment des bootcamps web dev. Donc ces bootcamps qui sont disponibles sur deux formats, un format full-time qui, lui, donc, va vous occuper du matin jusqu'au soir pendant 9 semaines, et un format part-time qui, lui, va être dispensé à raison de 2 soirs par semaine, et le samedi toute la journée. Donc c'est un bootcamp qui va former des développeurs web à devenir des développeurs full-stack JavaScript. La formation, elle est certifiante à Bac+3, +4, et les principales technologies qu'on y enseigne, ce sont Node.js et React.js. Donc si jamais vous êtes intéressé, que peut-être vous envisagez une reconversion ou quoi, ou même si vous avez des questions par rapport à ça, je vous ai mis aussi un petit lien ici. Donc ça va vous permettre de contacter la personne qui est en charge des recrutements justement pour les bootcamps chez Ironac. Donc voilà, n'hésitez pas à la contacter et nous, on va pouvoir commencer. Donc aujourd'hui, on va faire une introduction à ce qu'est le développement web. Et pour ça, on va avoir besoin de deux outils. Donc ça va être un atelier interactif. Donc je vais interagir avec vous principalement à travers le chat. Et on va coder ensemble un CV. Donc, ce qu'on va utiliser comme outil, c'est d'une part VS Code. Donc, je vous ai mis le lien ici, vous pouvez le télécharger sur votre machine.
Et d'autre part, vous l'avez très certainement déjà installé, c'est le navigateur Chrome. Donc VS Code, c'est quoi? C'est un éditeur de texte qui va nous permettre justement de saisir du code. Vous pouvez utiliser en fait n'importe quel éditeur, celui que vous voulez. C'est juste que moi, je vais utiliser celui-là. Donc si vous voulez avoir la même présentation, voilà, je vous recommande de l'installer, en tout cas pour aujourd'hui. Et Chrome, c'est pareil, en fait, vous pouvez utiliser n'importe quel navigateur, mais moi, je vais utiliser Chrome, donc ça sera plus simple si vous aussi, de votre côté, vous l'avez. Donc, voilà, je vous laisse installer tout ça. Normalement, Chrome, vous l'avez déjà, donc il ne vous reste plus qu'à installer VS Code. Ça doit vous demander, je pense, quelques minutes. Et en attendant, je vais vous présenter ce qu'on va travailler aujourd'hui. Je regarde si vous n'avez pas des questions. Non, ça va. Donc aujourd'hui, voilà, on va faire ce CV-là, en fait. Donc ça, c'est la maquette, en fait. Nous, ce qu'on va faire, bien sûr, c'est pas la tasse de café ni le crayon, mais c'est la page, en fait. Donc on va intégrer cette page web qui va être, en fait, un CV, et vous allez pouvoir le personnaliser comme vous avez envie, en remplaçant cette photo par votre photo, votre nom, vos expériences, etc. Donc ça, c'est la maquette, ce qu'on appelle. Donc c'est typiquement un graphiste qui va la produire, et ça va être notre référence pour transformer justement cette maquette graphique en une page web, et donc en du code. Donc c'est parti. Est-ce que tout le monde déjà, vous avez pu finaliser l'installation de VS Code? Ouais, on est 20. Donc là, j'ai 5 réponses, 6. Pas encore terminé, Jack. On va, si vous voulez, attendre encore un tout petit peu. Bon, de toute façon, ça va commencer doucement, donc même ceux qui n'ont pas complètement terminé, vous avez le temps. Vous pouvez suivre en même temps, ou en attendant que le slide avance, vous pouvez nous suivre en même temps. Donc notre projet de ce CV, en fait, on va l'appeler Iron CV. Donc on va créer un dossier sur notre bureau. Donc moi je suis sur Mac, mais si vous êtes sur Windows, vous pouvez aller dans votre explorateur Windows et aller sur votre bureau. Et ici, vous allez créer justement un nouveau dossier. Ce nouveau dossier, on va l'appeler Iron CV. Donc, ça va être le dossier dans lequel on va mettre tous les fichiers de notre CV. Donc voilà, notre dossier créé sur le bureau, on va démarrer VS Code, si ce n'est pas déjà fait. Voilà, moi, il est déjà démarré. Et on va glisser ce dossier sur l'icône VS Code. Et ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va ouvrir le dossier dans VS Code. Vous voyez, je me retrouve en fait à la racine. Bon, pour l'instant, je n'ai pas de fichier à l'intérieur, mais on va en créer. Et on est à l'intérieur de l'éditeur de texte VS Code. Voilà. Une fois que vous avez créé le dossier Iron CV sur votre bureau, vous le glissez sur votre icône VS Code, ici dans mon doc, ou alors sur Windows, vous avez aussi votre barre qui doit être plutôt en bas. Et on se retrouve comme ça. Donc, dans VS Code, on va créer un nouveau fichier. Donc, pour ça, on fait fichier, nouveau fichier. Et voilà, on se retrouve avec un fichier texte dans lequel on va pouvoir écrire. Ce qu'on va commencer par voir, c'est la partie HTML. Donc ici, je vous ai mis un lien. Je vous ai mis un lien vers la documentation du langage HTML. Donc c'est une énorme documentation.
avec beaucoup de choses à l'intérieur, et elle décrit le langage HTML. Donc nous, on va simplifier, on ne va pas la parcourir page par page, on va plutôt regarder un peu l'essentiel aujourd'hui. Donc le HTML, c'est une des briques du développement web. Le HTML, il a été créé en 1993 par Tim Berners-Lee. C'est lui. Tim Berners-Lee, c'était un chercheur au CERN et il a inventé le HTML. Pourquoi ? Pour pouvoir facilement partager des documents de recherche dans le CERN, en fait. Il voulait pouvoir facilement envoyer un lien, en fait, à un document qu'il avait écrit à un de ses collègues. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire HTML ? HTML, c'est un acronyme. Est-ce que quelqu'un sait, en fait, ce qui se cache derrière HTML ? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, HTML ? Est-ce que quelqu'un le sait ? Non ? Ouais. Ok, donc il y en a qui le savent, voilà. Donc ça veut dire Hypertext Markup Language. Qu'est-ce que c'est que de l'hypertexte, justement? Est-ce que ça, vous savez? Qu'est-ce qu'on appelle de l'hypertexte? Du texte, on sait, mais de l'hypertexte. Est-ce que quelqu'un sait? Ok. Donc, de l'hypertexte, c'est du texte à l'intérieur d'un texte, en fait. C'est du texte caché dans du texte. On va prendre une analogie, en fait. Si, par exemple, on prend un dictionnaire, quand on cherche une définition d'un mot, dans cette définition, par exemple, du verbe apprendre, on a toute une autre série de mots qui, justement, constituent la définition de ce mot-là, en fait. Et si parmi ces mots, on en a un qu'on ne connaît pas, on peut aussi, du coup, se référer à la définition de ce mot et voir ce que, finalement, il voulait dire, en fait. Souvent, on fait ça en tout cas, quand on est jeune, il y a plein de mots qu'on ne connaît pas, et du coup, quand il y en a un qu'on ne connaît pas, même dans la définition d'un qu'on recherchait, eh ben, on part rechercher l'autre. Et finalement, entre la définition du verbe apprendre et la définition de mathématiques, c'est comme s'il y avait un lien, en fait. Entre cette définition et ces définitions, il y a un lien, puisque ici, en fait, le lien, il part de mathématiques et il nous emmène à la définition de mathématiques. Et donc, si on dressait tous les liens qu'entretiennent les mots ensemble dans un dictionnaire, on se retrouverait certainement avec un énorme réseau comme ça, en fait. Et c'est ce qui se passe dans le web. Dans le web, évidemment, ce n'est pas des définitions de mots, mais en fait, ce sont des pages. En fait, dans le web, on a des liens entre des pages. Et ces liens qui existent entre différentes pages, c'est ce qu'on appelle des hyperliens. Donc, on peut dire que dans un lien sur lequel vous allez cliquer, se cache finalement un autre document, en fait. Donc ça, c'est justement c'est l'hypertexte, en fait. Dans l'hypertexte, il y a cette notion de, à travers un texte, je vais pouvoir accéder à d'autres textes d'une autre page, en fait. Ensuite, qu'est-ce que c'est que le markup? Le markup, donc au début, tout part d'un texte, en fait. Le texte, c'est le contenu de nos pages web, on va dire. Le markup, ça va être une façon de baliser notre texte. Donc, en fait, autour de notre texte, on va définir ce qu'on appelle des balises. Et donc, il y aura une balise ouvrante. Donc, on voit, elle commence par des chevrons, comme ça. Et une balise fermante. La balise fermante, on la reconnaît par rapport à la balise ouvrante parce qu'elle a un slash. Donc, le markup, ça va être ça. Ça va être entourer notre texte de balises, en fait.
En plus, on va voir que dans nos balises, par exemple, ici, on a une balise A, on pourra avoir ce qu'on appelle des attributs. Donc, vous voyez, l'attribut, il va se mettre à l'intérieur de la balise ouvrante. Et en plus, cet attribut, donc il a un nom, mais il pourra également avoir une valeur. Et typiquement, voilà, dans la balise A, on verra ce que c'est tout à l'heure, on va avoir un attribut qui s'appelle href et qui va contenir une valeur qui sera une adresse vers une page Internet. On verra aussi qu'on a des balises un peu particulières qu'on appelle des balises orphelines ou des balises auto-fermantes qui, elles, en fait, vont pas avoir de texte à l'intérieur d'elles et qui, du coup, n'auront pas de balise fermante, vont être auto-fermantes. On n'aura pas besoin de mettre une balise fermante, elle sera ouverte et fermée en même temps. On verra, c'est par exemple le cas des images. Donc voilà, donc maintenant, on voit un petit peu mieux ce que ça va être le HTML. Ça va être une façon de baliser du texte, en fait. Donc on va écrire notre premier document HTML. Donc, dans notre éditeur de texte, dans le nouveau fichier qu'on a créé, la première chose qu'on va écrire, c'est « Bonjour ». Je vais peut-être grossir un peu pour que vous voyez mieux. Est-ce que vous voyez bien ? Donc voilà, donc je commence par écrire « Bonjour ». Donc pour l'instant, voilà, c'est juste du texte en fait. On va sauter quelques lignes avant le texte « Bonjour ». Et on va écrire cette chose un peu bizarre. Donc, chevron, point d'exclamation, doctype, espace, HTML. Donc, tout document HTML devra commencer par cette première ligne-là, en fait. C'est obligatoire pour que le document HTML soit valide. Donc, on devra toujours commencer un document HTML par cette balise spéciale. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, cette balise ? Elle dit quoi ? Elle dit « Je suis du HTML ». Voilà, elle déclare que ce document est du HTML. C'est pour ça qu'elle est obligatoire. Et tout de suite après, il y a une autre balise qui va être obligatoire, c'est la balise title. Donc juste après, on va obligatoirement devoir écrire une balise title. Et à l'intérieur de cette balise, on va écrire le titre de notre document. Donc nous ici, notre document, on va l'appeler « Hello ». Donc on va enregistrer. Donc là je vais faire fichier enregistrer tout. Et donc on va le mettre bien sûr dans notre dossier IronCV, et ce fichier, on va l'appeler hello.html. On va lui donner l'extension .html, parce que justement, maintenant ça va non plus être un fichier texte, mais un fichier HTML, parce qu'on a mis les bonnes balises pour ça. Donc voilà, on le nomme hello.html. Et du coup, vous voyez que dès qu'on a mis l'extension .html, dans VS Code, on a eu ce qu'on appelle de la coloration syntaxique. C'est-à-dire que maintenant, les balises, elles sont bleues et on s'y repère un peu mieux. Donc ça y est, on vient d'écrire notre premier document HTML qui dit « Bonjour ». On va aussi avoir un moyen de vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur en tapant notre document HTML. Donc ici, je vous ai mis un lien. Donc c'est un site qui va nous permettre de valider qu'on n'a pas fait de faute. Donc là, on va y aller. Et ici, vous voyez, vous allez avoir une liste déroulante et vous allez cliquer sur « Text Field ». Donc là, ça nous donne justement un champ qu'on va pouvoir modifier. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir y copier-coller le document HTML que l'on veut valider. Donc là, je copie-colle tout le code et je fais « Validate ». Et ce que ça me dit, c'est j'ai un encadré vert qui me dit « OK,
ce document est bien valide HTML5. Donc c'est la preuve que voilà, ce document, c'est bien du HTML valide. Si j'enlève la balise title, juste pour essayer par exemple, j'enlève la balise title, je réessaye de le valider, il me dit non, erreur, ce document HTML doit comporter une balise qui s'appelle title. Voilà, donc vous avez aussi cet outil-là qui vous permet de valider que votre document HTML est valide. Donc, on a enregistré notre fichier hello.html, et donc on a validé qu'il était OK. Maintenant, on va transformer ce document HTML en une page web. Parce que c'est pas parce que c'est un document HTML que c'est pour autant une page web. Il va falloir qu'on rajoute des choses pour transformer ce document HTML en page web. Donc on va repartir d'ici, et ce qu'on va faire, c'est que, vous voyez, entre title et bonjour, je vais venir insérer une autre balise qui s'appelle HTML. Donc tout de suite après le doctype, je vais écrire une balise HTML. Donc ça, c'est ma balise ouvrante. Et tout à la fin de mon document, je vais fermer cette balise HTML en faisant chevron/HTML. Donc là, j'ai ouvert et fermé une balise HTML. Et du coup, tout ce qui est ici, là, tout ce que je mets en surbrillance, je vais vouloir le décrocher vers la droite. Vous voyez qu'il y a deux espaces ici, et ici aussi. Donc, comment est-ce que je vais décrocher? Soit je me mets ici, je fais deux espaces, et je me mets ici, je fais deux espaces, à la main, ou alors je peux venir tout mettre en surbrillance et cliquer sur la touche Tab. Donc, la touche Tab, c'est laquelle? C'est celle-là, en fait. C'est celle qui est juste au-dessus de Caps Lock. La touche Tab, peut-être vous ne l'utilisiez pas jusqu'à maintenant, mais voilà justement à quoi elle va nous servir quand on code. Elle va nous servir à venir faire ces décrochés là de deux espaces vers la droite. Je le refais. Si je refais Tab, regardez, ça va redécrocher encore plus vers la droite. Et si je veux décrocher vers la gauche, je peux faire Shift Tab. Si je fais Shift et en même temps Tab, ça va cette fois-ci redécaler les choses que j'ai mis en surbrillance vers la gauche. Pourquoi est-ce que je fais ce décalage vers la droite? Donc ce décalage vers la droite, on l'appelle une indentation. Pourquoi est-ce que je fais cette indentation? C'est pour signifier qu'en fait, ces deux choses-là, elles sont imbriquées dans la balise HTML. Et donc, c'est comme un peu des poupées russes. Finalement, la balise title, elle est imbriquée dans la balise HTML. Et pareil, mon texte bonjour, il est imbriqué dans la balise HTML. Et ça, on le manifeste par ce décroché-là, en fait. Sinon, si on ne faisait pas le décroché, ça serait beaucoup moins clair, en fait, que la balise title, elle est imbriquée dans celle-là. Donc, pour que ça soit plus évident, on fait ce décroché de deux espaces. Donc voilà, ça c'était l'étape 1 pour convertir notre document en page HTML, c'est pas fini. On a autre chose à rajouter, ça va être juste avant le title, on va vouloir mettre une balise meta avec un attribut char7 égale. Et qu'est-ce qu'on met en valeur du char7? On met UTF-8. Et ici, il n'y a pas de balise fermante, donc ça veut dire que cette balise, elle est auto-fermante ou elle est orpheline. Donc elle n'a pas de texte à l'intérieur d'elle-même. Vous voyez, je n'ai pas été obligé de fermer la balise méta. Comme il n'y avait rien à mettre à l'intérieur, elle est auto-fermante, donc je peux mettre, si je veux, le /title, ou je peux même ne pas en mettre. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette balise-là? Elle définit le jeu de caractères dans lequel la page va être écrite. C'est quoi le jeu de caractères? C'est l'ensemble des symboles qu'on va pouvoir utiliser pour notre contenu. Donc évidemment, c'est les lettres, A, B, C de l'alphabet, mais c'est aussi toutes les lettres au format international. Donc ça peut être les lettres arabes, les lettres chinoises, et même également les emojis.
vous utilisez les emojis souvent dans les textos et tout, on va pouvoir aussi en mettre dans notre contenu ici. Vous voyez, par exemple, j'essaie de rajouter un emoji. Et cet emoji, voilà, il est défini dans un jeu de caractères qui s'appelle UTF-8, en fait. Donc UTF-8, c'est quoi? C'est une norme sur l'ensemble des caractères de la planète. Et c'est ça qu'on écrit ici. C'est on veut utiliser la norme UTF-8 pour écrire notre contenu, en fait. Donc, en fait, on veut disposer de l'ensemble des caractères possibles et connus à ce jour, quoi. Dernière étape, maintenant qu'on a défini le charset, ça va être de rajouter 2 dernières balises, une balise head et une balise body. Dans la balise head, qu'est-ce qu'on va mettre? On va imbriquer justement la balise meta et la balise title à l'intérieur. Donc là, juste avant ma balise meta, je vais faire une nouvelle balise qu'on appelle head, et juste après title, je vais la fermer. Pareil, pour dire que la balise meta et la balise title, elles sont imbriquées dans la balise head, on va de nouveau faire un décroché vers la droite. Et enfin, bonjour, lui, je vais l'imbriquer dans une balise qu'on appelle body. J'ouvre la balise body, je ferme la balise body, et je fais mon décroché pour dire que bonjour, il est à l'intérieur de ma balise body. Et ça y est, on a terminé d'écrire une page web. Oui, là, il y a un espace, effectivement. C'est chevron, méta, espace. À chaque fois, quand on met un attribut, si on met un attribut, on doit faire un espace qui va séparer justement le nom de la balise de l'attribut, en fait. Donc ça y est, notre page, là, elle est complète. Donc c'est un document HTML, notre page, puisqu'on retrouve voilà, un doctype et un title, mais c'est plus que ça. On voit qu'il y a d'autres balises qui sont obligatoires pour définir une page web. C'est la balise HTML, c'est la balise head, c'est le meta charset, et c'est la balise body. Donc, qu'est-ce que c'est que cette balise head? C'est ce qu'on appelle, tout ce qu'il y a à l'intérieur de la balise head, c'est ce qu'on appelle la tête du document. Et la tête du document, ça va être principalement que des définitions de choses, comme par exemple, quel charset je veux utiliser, quel va être le titre de mon document. Et tout ce qui est à l'intérieur de la tête du document, ça ne va pas être visible par l'utilisateur, en fait. Donc, tout ce qui est à l'intérieur, c'est invisible, ce ne sont que des définitions. Par contre, tout ce qui va être visible, c'est ce qui va être dans la balise body, et c'est ce qu'on appelle le corps du document. Et typiquement, en fait, ça va être le contenu de la page que l'on veut présenter à notre utilisateur. Donc là, vous avez une page complète. Ouais, je regarde s'il n'y a pas de questions en même temps. Alors, la balise title, puisqu'elle est dans le head, elle est invisible, d'après ce qu'on vient de dire. Juste, en fait, ça va quand même transparaître quelque part. On va essayer. Regardez, on va... donc là, je vais retourner dans mon explorateur, là. Maintenant, j'ai un fichier hello.html. Je vais pouvoir l'ouvrir. Donc, pour l'ouvrir, je vais le glisser, par exemple, dans Chrome, ici. Je le glisse ici. Et là, vous voyez que j'ai bien ma page web qui s'affiche avec le contenu. J'ai que le contenu qui s'affiche. Et par contre, regardez ici, en fait, au niveau de l'onglet, mon title, en fait, voilà où il transparaît, en fait. Il est invisible dans ma page, mais il transparaît au niveau du titre de l'onglet, en fait. Par contre, le meta charset, vous voyez qu'on ne le voit pas, nulle part. On va avoir une autre façon de représenter une page web. Ça va être... Donc, on a vu que c'était des imbrications de balises dans d'autres balises. Et en fait, ça va être un peu comme dans une lunchbox, en fait. On va pouvoir, si vous voulez, dire, par exemple, la balise HTML, c'est ce carré-là, en fait. C'est cette boîte-là, en fait. C'est la boîte la plus externe, en fait. Et à l'intérieur de cette boîte,
je vais avoir une autre boîte qui va être la boîte head. Et à côté, je vais avoir une autre boîte qui va être la boîte body. Donc ça, cette représentation-là, c'est voilà, la représentation en boîte de la page web, en fait. C'est la représentation en boîte de nos balises. Et ça, en fait, c'est une représentation qui est beaucoup plus visuelle pour nous. On imagine beaucoup mieux comment notre site va être, comment nos balises, en fait, vont être affichées à la fin, en fait. Donc, notre résultat final, c'est cette page. Donc, cette page HTML qui se présente comme ça, au final, dans notre navigateur. Donc, on retrouve le hello du title. Et dans la page, tout le contenu qu'on va avoir mis dans le body. Pour l'instant, on n'a que le texte bonjour. Maintenant, on va voir d'autres balises. Donc, nous, ce qu'on veut intégrer, au final, c'est ce CV-là. Donc, ici, je vous ai mis, en fait, tout le texte brut du CV. Donc, vous voyez, c'est voilà, le titre, la tagline, la présentation, le titre expérience. En fait, j'ai vraiment ici mis le texte, le contenu, quoi. Et je vous ai mis en lien ici, si on l'ouvre dans un nouvel onglet, je vous ai mis la photo qu'on va devoir afficher ici, en fait. Donc là, finalement, on a tout notre contenu. Donc, on va d'abord regarder comment est-ce que le texte il est affiché par défaut dans une page web. Donc là, on a vu avec bonjour, on va enlever bonjour et on va écrire beaucoup plus de texte. Donc vous voyez, je vais prendre tout ce texte-là, je vais le copier et je vais le coller à ce niveau-là, en fait. Donc là, voilà, on a 3 grandes phrases qui, voilà, si je scrolle vers la droite, elles vont jusque là. Donc j'ai collé 3 grandes phrases de texte. Je sauvegarde, je retourne dans ma page web, je rafraîchis ma page web pour voir les changements. Et en fait, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'en fait, il n'y a pas eu ce retour à la ligne, en fait. Il n'y a ni eu ce retour à la ligne. C'est comme si nos phrases, elles avaient été collées les unes aux autres, en fait. Et donc ça, c'est important de le comprendre, c'est que si je me contente de mettre que du texte brut, par exemple, si je venais mettre le texte brut du CV, je vais le prendre et je vais le coller, je sauvegarde, là j'ai sauté des lignes et tout ça. Si je rafraîchis ma page, vous voyez qu'ici il n'y a aucun saut de ligne et qu'en fait il a collé toutes les phrases les unes aux autres, en fait. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Par défaut, c'est comme ça, en fait. Même, on pourrait sauter autant de lignes qu'on veut, il n'en tiendrait pas compte, en fait. Donc c'est problématique pour nous parce que comment est-ce qu'on va pouvoir disposer nos éléments si il ne tient pas compte de nos retours à la ligne? Donc pour ça, on va devoir délimiter notre contenu par justement certaines balises qu'on va devoir introduire ensemble. Donc la première balise qu'on va apprendre, c'est la balise P. Donc c'est une balise qui existe en HTML. Il n'y a que certaines balises qui existent, et notamment voilà, la balise P. P, c'est mis pour paragraphe. Donc la balise P, ça va être pour créer un groupement de phrases, en fait. Une ou plusieurs phrases qui vont aller ensemble, en fait. Donc vous voyez que, qu'est-ce que c'est qu'un paragraphe, au final? C'est un regroupement de phrases entre elles, en fait. Donc on va essayer. Donc ici, par exemple, je vais faire récemment diplômé de l'école, machin. Je vais le mettre dans une balise P. Donc je vais faire une balise ouvrante. Et voilà. Et tout à la fin de mon texte, je vais faire la balise fermante
de mon P. Je sauvegarde, je retourne dans ma page, je rafraîchis, et là, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, maintenant, cette phrase-là, elle est bien séparée des autres. Elle est sous forme d'un bloc qui représente mon paragraphe, en fait. Donc ça va être, voilà, la balise paragraphe, ça va être pour ça qu'on va l'utiliser. Ensuite, il y a d'autres balises, ça va être les balises qu'on dit les balises de titre, et on va avoir différents niveaux de titre. On va avoir par exemple le titre principal de notre document, donc en général ça va être le plus gros titre de la page. On va avoir des titres de niveau 2. Ça va être, voilà, il va y avoir une hiérarchie de titres en fait. Les titres de niveau 3 et comme ça jusqu'à 6. On aura 6 niveaux de titres possibles dans un document HTML. Si on essaye, par exemple, ici le titre principal de notre document, ça serait quoi ? Ça serait certainement le nom de la personne. Donc là, autour de la personne, je vais mettre une balise H1. Donc je fais la balise ouvrante et je fais la balise fermante. Je sauvegarde, je rafraîchis ma page. Ici, vous voyez que Cara Phillips, déjà ça a été écrit plus gros, mais surtout, vous voyez que maintenant, Graphics and Web Development, il est plus collé. C'est venu, voilà, c'est venu prendre la place d'un titre, en fait. On va aussi avoir des balises qui vont nous permettre de faire des liens hypertexte, de faire des liens vers d'autres pages Internet. Et donc, cette balise, ça va être la balise A, justement, comme on a vu tout à l'heure. Donc, elle s'appelle A comme anchor, en fait. Ça veut dire encre. Et cette balise, elle va avoir un attribut, href, égal à, entre quotes, ici, une adresse Internet telle que vous les tapez dans votre navigateur. Et entre les balises ouvrantes et fermantes, un texte qui va être le texte qui va s'afficher en bleu et sur lequel on va pouvoir cliquer. Donc en bleu s'affichera finalement recherché, et quand on cliquera dessus, on aura l'icône de doigt, ça nous emmènera sur la page qu'on a définie ici. Donc on va peut-être essayer, juste on va faire un lien, je vais faire un A, href égal, je vais définir que mon lien il doit pointer vers, par exemple, Google, et le texte de mon lien, je vais le mettre entre les balises ouvrantes et fermantes, et je vais dire clique-moi. Je vais enregistrer, je vais rafraîchir. Ici, je vois que j'ai un lien cliquable, et si je clique dessus, ça me fait bien changer de page, ça m'emmène sur l'adresse google.com. Je reviens en arrière. Donc ok, maintenant on sait faire des liens vers d'autres pages Internet. On va aussi avoir besoin de créer des images dans notre document. Comment est-ce qu'on va faire ? Il y a une balise qui s'appelle IMG. Donc, à l'intérieur de notre document HTML, on va pouvoir faire une balise IMG. Cette balise, elle n'aura pas de balise fermante, parce qu'en fait, c'est une balise qui est auto-fermante. Et ce qu'elle doit contenir, par contre, c'est un src égal. Et au milieu, en valeur de ce src, qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre l'adresse vers une image disponible sur Internet, donc une image publiée sur Internet. Comment est-ce qu'on fait pour retrouver une image sur Internet ? On peut utiliser Google Images, par exemple. Si je vais sur Google Images, je peux rechercher, par exemple, des images de chiens. Je vais faire, voilà, je vais sur Google Images. Dans le moteur de recherche, je recherche des images. Et voilà, on voudrait prendre cette image pour l'afficher dans notre site. On va juste copier l'adresse de l'image. Donc je clique droit sur l'image que je veux récupérer. Cette image, elle est sur Internet. Donc je vais récupérer son adresse en faisant clic droit, copier l'adresse de l'image. Et je vais pouvoir le coller dans le src de ma balise IMG. Donc dans le src de ma balise IMG, je colle l'adresse de l'image. Donc là, c'est une adresse, voilà, je ne sais pas,
Je sais que cette image, elle est hébergée quelque part sur le web. En l'occurrence, là, maintenant, je comprends qu'elle est hébergée sur ce site-là. Mais c'est elle voilà, que je veux afficher dans mon site à moi. Donc, je sauvegarde, je retourne sur mon site, je rafraîchis, et maintenant, j'ai bien réussi à afficher une image que je n'ai pas hébergée moi-même, que j'ai pointée grâce au SRC de ma balise IMG. Donc ça, c'est pour les balises images. Ensuite, dans notre CV, là, à un moment donné, on va vouloir faire des listes pour lister nos expériences. Donc, une liste, comment est-ce qu'on va faire? Il va y avoir deux balises en fait en jeu. Il y aura une première balise qui va s'appeler UL, ça veut dire Unordered List, liste non ordonnée. Et à l'intérieur de cette UL, on va mettre des balises LI qui vont représenter chacun de nos éléments en fait. Donc vous voyez que l'élément A, par exemple, il est encadré d'une LI, ouvrante et fermante. L'élément B, il est encadré à 1, et toutes ces LI, elles sont encadrées d'une balise UL. C'est comme ça qu'on va faire des listes. Donc par exemple, je ne sais pas, si j'essaye de faire une liste n'importe où, là, juste après mon P, donc je commence par faire une UL, je la ferme, et à l'intérieur de cette UL, je vais mettre des balises LI. J'en crée une première. Au milieu, je fais par exemple item numéro 1. Et comme ça, j'en fais autant que je veux d'items. Je sauvegarde. Quelle tête ça a? Ça ressemble à ça, en fait, par défaut. Donc par défaut, on voit que ça crée des listes à puces. Voilà, ça va être pour faire des listes. Et enfin, si par exemple je veux regrouper deux paragraphes ensemble, là on voit, on a un premier paragraphe, un deuxième paragraphe. Si ces deux paragraphes, j'ai envie d'en faire un groupe, ben, je vais avoir une balise qui est une balise générique qu'on appelle div comme division, et on va pouvoir, grâce à elle, grouper ces deux balises ensemble. Par exemple, si je voulais grouper la balise A avec la balise image, je pourrais les mettre toutes les deux. Donc je commence par faire la div ouvrante, et juste après l'image, je fais la div fermante. Et ce qu'on a vu, c'est que pour signifier que la balise A et la balise image, elles sont maintenant imbriquées dans cette div, on va décrocher une fois vers la droite, on va faire l'indentation. Donc maintenant, là, j'ai créé un groupe de deux balises, la balise A et la balise image, qui sont contenues dans cette div-là. La div, c'est la balise générique qui permet de faire des groupements d'autres balises. Et bien sûr, il y a encore bien d'autres balises HTML. Il y en a, juste pour vous ayez un ordre d'idée, il n'y en a pas non plus 2000. Hein. Il y en a peut-être, je sais pas, je dirais entre 30. Je dirais il y a à peu près 30 balises peut-être. Mais nous, pour aujourd'hui, voilà, on va se contenter de celle-là. Ça nous suffira pour intégrer notre CV. Donc ce qu'on voit, c'est que toutes ces balises-là qu'on vient d'apprendre, donc la balise A, la balise P, la balise div, la ULLI, la balise A, etc., elles nous permettent en fait de grouper et de structurer un petit peu notre document. Parce qu'on a vu que si on met que du texte, il n'est pas du tout structuré. Les phrases, elles sont collées entre elles, on ne voit pas les groupes, on ne comprend rien. Donc, ces balises-là, elles nous permettent ça. Elles nous permettent de donner de la structure à notre contenu. Et aussi, d'un point de vue référencement, donc pour les moteurs de recherche, ces balises, elles vont jouer un rôle. C'est-à-dire que Google, quand il va voir, par exemple, qu'il y a un lien, il va aller inspecter, une fois qu'il aura regardé votre page, il va ensuite aller voir cette page-là. Aussi, quand Google il va inspecter votre page, il va voir qu'il y a une image et il va peut-être indexer l'image dans le moteur de recherche. Il va peut-être, en voyant une UL, dégager un sens voilà, de ah, là, c'est une liste. Ça va enrichir le sens du document que de choisir les bonnes balises pour notre contenu, en fait.
Donc, d'un point de vue référencement, ça va avoir une importance de bien choisir ses balises. Donc justement, je vais vous demander, justement, dans notre CV, quelles balises on va devoir utiliser. À votre avis, ici, ce que j'ai mis en jaune, en fait, selon vous, avec ce qu'on a vu là, ça, c'est quelle balise? Yes, donc ça, voilà, typiquement, c'est sûr, ça sera la balise image. C'est clairement une image. Ensuite, ça, selon vous, ça va être quelle balise? Bon, ça, on l'a vu. Donc voilà, la balise H1, c'est le titre principal de notre document. Ici, selon vous, qu'est-ce que ça va être? Ça, c'est plus... c'est moins évident. Selon vous, ça va être quoi, ce qu'il y a ici? Est-ce que alors, voilà, un P, un H2, donc on ne sait pas trop, là. On hésite plus, en tout cas. Moi, j'aurais tendance à dire, ici, que c'est un paragraphe, en fait. C'est juste un groupement de phrases. Alors, il n'y a qu'une phrase, c'est Graphic and Web Development, mais finalement, pour moi, en tout cas, je dirais que c'est un paragraphe. On ne sera pas toujours d'accord. Il y en a, ils diront « Ah non, c'est pas du tout un paragraphe, c'est un H2 ». Bon, bah, si tu veux, tu vois, c'est pas non plus très grave, quoi. Ici, selon vous, qu'est-ce que c'est? Voilà. Pour moi aussi, là, je dirais bien un paragraphe, parce qu'on voit clairement que c'est un groupement de phrases. Ici, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça peut... Vous m'entendez bien? Oui, vous m'entendez bien? Ça a coupé, je pense. Oui? Ah oui, non, je pensais que c'était... Non, je suis désolé, je suis en réunion, en fait. Non, je suis désolé, merci, au revoir. Est-ce que vous m'entendez de nouveau? Ça a coupé, en fait. Ah, ok, pardon. Je croyais que c'était Fanny qui m'appelait parce que ça avait coupé. Ok, bon, si ça remarche, tant mieux. Vous m'entendez bien? Ok, super. Donc, on en était là, voilà. Expérience, selon vous, qu'est-ce que ça peut être comme balise? Voilà, donc Marion, elle propose H2, Nicolas H2. Donc, pour moi aussi, moi je dirais bien que c'est un titre de niveau 2. En fait, on avait notre titre de niveau 1, et là, on voit que ça va être une section de notre document liée à l'expérience. Donc, ouais, c'est bien un titre de niveau 2 qui va... on voit qu'il y a une hiérarchie dans notre document, et ça, typiquement, ça définirait bien le titre de niveau 2, en fait. Ensuite, ici, Web Dev Bootcamp, selon vous, c'est quoi comme balise? H3, voilà. Pareil, ça peut être cette section-là. Donc, on peut se dire, voilà, c'est le titre de niveau 3 qui va définir toute cette section qui va être en rapport avec le Web Dev Bootcamp. Ici, selon vous, cette ligne-là, selon vous, qu'est-ce que ça va être? Alors là, voilà, il y a plusieurs propositions. Donc, il y en a qui me disent un P. Donc moi, oui, j'aurais tendance à dire oui, c'est comme tout à l'heure, en fait, au niveau de là. Pour moi, c'est juste un paragraphe, en fait. Il y en a qui proposent H4. H4, pourquoi pas, hein, on pourrait aussi, mais
Moi, je trouverais ça plus simple de faire un P. Ici, selon vous, voilà, un paragraphe, c'est une phrase, en fait. Ici, une ULLI, donc c'est une liste non ordonnée. En plus, on voit qu'on a des bullet points, donc c'est clairement une liste non ordonnée. Ici, bon, bah, on recommence pas, ça va être exactement comme l'autre section, donc un H3, un P, une ULLI. Ici, ça va être quoi? Contact. Voilà, ça va être de nouveau un H2. Et par exemple, ça, à votre avis, qu'est-ce que ça va être? Voilà, une balise A, c'est-à-dire en fait un lien vers une page web, et typiquement la page web, le portfolio par exemple de Chiara Phillips. Bon, et ça, de toute façon, on ne va pas le faire aujourd'hui. Donc voilà, donc en résumé, voilà toutes les balises qu'on a identifiées sur la page. Une image, un H1, un paragraphe, un autre paragraphe, une balise H2. Et on va, grâce à ces balises qu'on a identifiées, pouvoir structurer notre texte brut qu'on avait tout à l'heure. Donc on va reprendre ce texte brut. Je vais le reprendre ici. Et je vais remettre comme c'était tout à l'heure. Donc à l'intérieur de ma balise body, je vais tout effacer et je vais juste remettre mon texte brut. Maintenant, ce qu'on a dit, c'est que Chiara Phillips, c'était une balise H1. Donc autour, je mets mon H1. Graphics and Web Development, donc je vais le réindenter. On a dit que c'était plutôt un paragraphe. Récemment diplômé, machin, on a dit que c'était un paragraphe. Donc je commence balise ouvrante, balise fermante. Ensuite, expérience, on a dit que c'était plutôt un H2. Donc autour, voilà, j'encadre d'une balise H2. Web Dev Bootcamp, on a dit que c'était plutôt un H3. Ironac, tout ça, moi j'avais plutôt tendance à dire qu'en tout cas c'était un paragraphe. Il y en a qui ont proposé H4, mais voilà, ça serait possible aussi. Ici, donc avant cette liste, on a dit que c'était un paragraphe. Donc je commence et je ferme ma balise. Là, on a dit que c'était une ULLI. Donc autour de tous ces éléments, je vais mettre une balise UL. Et pour chacun des éléments, donc pour chaque bullet point, je vais mettre une LI autour. Une LI ouvrante, une LI fermante. LI ouvrante, LI fermante. LI ouvrante, LI fermante. Voilà, Art Direction, on a dit que c'était exactement pareil. Bon, je vais pas tout faire. Je l'ai déjà fait en fait, donc on va le reprendre ici en fait. Donc là, c'est exactement ce que j'ai fait. Hein. J'ai ni plus ni moins fait que finir ce que j'ai commencé ici. Donc là, on va reprendre tout ça. Donc cette fois-ci, c'est notre contenu avec les bonnes balises. Donc je vais pouvoir réeffacer tout l'intérieur de mon body et mettre à l'intérieur tout mon contenu balisé. J'enregistre. Je rafraîchis ma page. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que l'ensemble du texte brut, toutes les phrases, elles ne sont pas collées entre elles. Maintenant, on voit qu'elles sont déjà un peu mieux délimitées, en fait. On a notre titre qui est détaché de ce paragraphe, qui est détaché de ce paragraphe, etc., etc. Donc, on commence déjà par rapport à au départ à beaucoup mieux s'y retrouver, en fait. Et maintenant, on va passer à l'apparence. Là, pour l'instant, OK, d'un point de vue sens, on a mis les bonnes balises. Maintenant, il reste à faire coller ce contenu à la maquette. Et donc, on va vouloir changer l'apparence de cette page. Donc, on va parler du CSS. Le CSS, c'est la deuxième brique du développement web. Et ça va être justement tout ce qui est en rapport avec la présentation. Donc, au départ, le web, ça ressemblait à ça, en fait.
Donc finalement, là, on est proche en fait d'un site web tel qu'il existait au tout début en fait du web. Donc au tout début du web, c'était plutôt moche. Après, il y a eu les sites perso, tout ça, donc les gens ils ont eu envie d'apporter de la customisation à leur page web. Et voilà, ils ont fait un peu des choses comme ça. Donc, ils ont essayé de rajouter des couleurs, des backgrounds, des gifs animés. Et ça a commencé à plutôt ressembler à ça, le web. Et pour faire tout ça, en fait, comme à l'époque, il n'y avait que HTML et que même CSS n'existait pas encore, ils ont utilisé des balises qui ont été définies à l'origine du HTML, comme par exemple une balise center. Il y a une balise center en HTML qui consiste en fait à centrer le texte qui se trouve dans la balise. Il y a une balise qui s'appelle font, qui permet de définir la taille du contenu qui se trouve à l'intérieur de cette balise-là, en fait. Donc on peut définir voilà, la taille, la couleur, grâce à cette balise font. Et puis, il y a plein d'autres balises comme ça qui vont permettre de styliser les choses. Il y a même une balise qui s'appelle marquee, qui permet de faire quoi? Elle permet de faire ça. Regardez, ça permet en fait de faire bouger du texte, soit en scrollant horizontalement, soit en scrollant verticalement, soit même en rebondissant contre la paroi de la balise. Et donc en fait, quand les gens ont commencé à coder les sites en utilisant toutes ces balises-là, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mélangé contenu et présentation. Et quand ils ont voulu mettre à jour leur site, donc mettre à jour leur HTML, ils étaient perdus entre les balises qui relevaient du style, des balises qui relevaient du contenu, et ça devenait un enfer en fait à éditer. Et donc ils se sont dit, non, en fait, on ne devrait pas du tout faire comme ça. En fait, on ne devrait pas utiliser le HTML pour styliser nos pages. On devrait en fait vraiment différencier ce qui est le contenu de ce qui est la présentation. Et en fait, le HTML, ça devrait s'occuper que du contenu, pas du tout de la présentation. Pour la présentation, on va inventer un deuxième langage, ça va s'appeler CSS, mais on ne va pas le faire, la présentation, on ne va pas la faire en HTML. Donc c'est comme ça qu'est né le CSS, en fait. C'est en se disant qu'on n'allait pas tout mélanger, en fait. Et donc, comment est-ce qu'on écrit du CSS? Déjà, la première façon, ça va être comme ça. Ça va être dans n'importe quelle balise HTML, on va pouvoir rajouter un attribut style égal. Donc, si j'essaye dans n'importe quelle balise, donc peut-être sur celle-là, je vais pouvoir faire style égal, et je vais faire color red, comme dans l'exemple, et puis je vais regarder. Je vais rafraîchir ma page, et là, vous voyez que effectivement, ça a bien mis mon texte en rouge. Donc, ce que j'ai écrit là, c'est justement ce qu'on appelle du CSS. On va voir tout à l'heure comment est-ce qu'on peut écrire du CSS, mais vous voyez que grâce à cet attribut style, on va pouvoir à l'intérieur mettre du CSS. Donc le CSS qu'on a mis, voilà, color red, si on fait ça, au final, ça revient un petit peu au même que de mélanger contenu et présentation, parce qu'on est en train d'écrire le CSS dans notre HTML. Donc ça serait bien en fait de pouvoir sortir ce CSS du HTML. Et c'est ce qu'on va faire. On va prendre ce CSS qu'on a écrit là, et on va le déporter dans un autre fichier qu'on va appeler pretty.css. Donc je vais créer un autre fichier que je vais appeler pretty.css, et à l'intérieur, je vais mettre mon color de .red. En fait, on va voir ce qu'on met à l'intérieur. Ce pretty.css, c'est ce qu'on appelle une feuille de style. C'est dans cette feuille de style qu'on va mettre l'ensemble de nos règles de présentation de notre document. Et pour lier, donc ça, on ne va plus en avoir besoin, parce qu'on va, pour lier ce document HTML à sa feuille de style, il va falloir qu'on introduise une autre balise qui s'appelle
la balise link. Donc la balise link, on va la mettre dans le head. Donc j'écris une nouvelle balise link, rel égale typesheet, ça on doit le mettre, voilà, c'est imposé. href égale, et dans le href, on va pointer le fichier CSS. Donc là, on va écrire pretty.css. On dit, dans ce document HTML, je veux importer cette feuille de style-là, en fait. C'est ça que la balise link, elle fait, en fait. Elle va chercher la feuille de style et elle l'applique à la page. Donc j'enregistre, et dans mon pretty.css, qui se trouve à côté de notre fichier HTML, on va écrire une première règle de CSS, par exemple, body color de .red. J'enregistre, je rafraîchis maintenant mon site. Qu'est-ce que vous voyez? En fait, vous voyez que tout mon texte est passé en rouge, en fait. Surtout, ce qu'on voit, c'est que ça a bien marché, en fait. J'ai bien réussi à lier mon document HTML à cette feuille de style qui comporte cette règle-là, en fait. Donc là, on a fait le lien. Regardez, si j'enlève la balise link et que je rafraîchis ma page, vous voyez qu'on n'a plus la couleur rouge. C'est seulement quand je fais le lien vers ce fichier-là, cette feuille de style, on va avoir les règles appliquées à la page. Maintenant, il faut qu'on voit, maintenant qu'on a fait le lien vers notre feuille de style, il faut qu'on voit comment est-ce qu'on va pouvoir écrire des règles CSS qui soient pertinentes, plus que de passer tout en rouge, en fait. Donc, comment ça marche le CSS? La première chose, c'est ça, en fait. C'est ce qu'on a écrit là, c'est body, en fait. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le sélecteur. Le sélecteur, ça dit quoi? Ça dit à qui la règle va s'appliquer. Donc ça dit qui. Ça, c'est quoi? Donc, à body, qu'est-ce que je veux faire? Je veux changer quoi? Je veux changer sa couleur. Et ensuite, donc on fait color, 2 points, et après les 2 points, on met la valeur. Donc on dit, je veux changer la couleur, et je veux la mettre, 2 points, à red. Donc voilà, c'est sélecteur, propriété CSS, celle sur laquelle on veut agir, et valeur de la propriété. Et ça va tout le temps être comme ça. On va à chaque fois avoir un sélecteur, accolade. Alors les accolades sur votre clavier, normalement elles sont écrites. Ça va être Alt-GR 6 par exemple, sur Windows. Alt-GR 6, ça va vous faire une accolade ouvrante. Sur Mac, alors ça dépend de votre clavier, ça peut être... moi j'ai un clavier anglais, alors je crois que c'est Alt-Shift. Non, je ne sais pas vous le dire. Je ne sais pas vous le dire si j'ai un clavier anglais. Vous pouvez chercher sur Google hein, si vous ne savez pas faire les accolades sur vos claviers. Donc ça va toujours se présenter comme ça, en tout cas, le CSS, ça va être un sélecteur, accolade, et une propriété qu'on veut changer. On va pouvoir mettre aussi plusieurs propriétés. Voilà, donc Nicolas, il dit, donc c'est Alt-GR 4 pour faire l'accolade. Donc là, on a changé une propriété, mais on va en fait pouvoir en mettre plusieurs. Il faut juste qu'on apprenne quelle propriété on va pouvoir changer. Et il y a aussi autre chose qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir mettre plusieurs choses en fait. À plusieurs sélecteurs, par exemple, je vais pouvoir mettre mes P, donc tous mes paragraphes, mais aussi tous mes A en rouge. Avec la virgule, on va pouvoir désigner plusieurs choses. Les P, mais aussi les A. Donc un sélecteur, voilà, ça peut être tout seul comme ça, ou alors on peut même mettre un deuxième sélecteur avec la virgule.
Par exemple, ici, on veut styliser tous les paragraphes, donc toutes les balises P de notre page et toutes les balises H1 de notre page. Et qu'est-ce qu'on veut leur faire? On veut que la couleur de leur texte soit bleue. Donc si on essaye ça, petit copier-coller, hein, là dans la présentation. Donc j'enregistre. Donc là, je dis tous mes paragraphes et tous mes H1 en bleu. Je sauvegarde. Ici, j'ai bien, vous voyez, tous mes H1, donc j'en ai qu'un, mais tous mes paragraphes. Ce qu'il faut remarquer ici, c'est que la règle qu'on écrit, elle s'applique à tous les paragraphes de la page. Vous voyez, je n'ai pas besoin de le dire pour chacun. Juste en écrivant P, il va aller rechercher parmi tous les paragraphes de la page et appliquer la règle. Donc c'est très puissant le CSS. Ça va s'appliquer à l'ensemble des choses qui correspondent dans la page. Donc ok, on sait modifier la color, donc c'est la couleur du texte. Il faut qu'on apprenne d'autres propriétés. Déjà, avant d'apprendre d'autres propriétés, ce qu'il faut savoir, c'est que, là vous voyez, j'ai écrit red, j'ai écrit blue. Ça, finalement, c'est les couleurs. Il y a des couleurs qui sont prédéfinies, mais si on veut une couleur en particulier, on va pouvoir utiliser une autre syntaxe qui est la syntaxe hexadécimale, et celle-là, elle s'utilise avec le dièse. Donc on commence par dièse, et ensuite, on va mettre du rouge, du vert et du bleu. Et 0, ça veut dire « je veux pas de vert ». FF, ça veut dire « je veux un maximum de rouge », en fait. Donc en fait, ça va de 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, et F, c'est le truc le plus fort, en fait. Donc si je fais FF, ça veut dire « je veux à fond du rouge ». Ici, je veux pas du tout de vert, et je veux à fond du bleu, en fait. Donc là, finalement, du rouge et du bleu, ça ferait du violet, certainement. Donc si on essaye, à fond du rouge, pas du tout de vert, et à fond du bleu, j'enregistre, je rafraîchis ma page, ça fait du violet. Donc ça, c'est intéressant, la notation hexadécimale, et c'est celle que les graphistes, ils utilisent aussi pour vous communiquer les couleurs, en fait. Donc c'est celle qu'on utilisera en général le plus souvent. Donc ça, c'était pour color. Donc maintenant, on sait changer la couleur du texte et on sait même mettre n'importe quelle couleur grâce à la notation hexadécimale. On va aussi vouloir agir sur la graisse de la police. Donc, est-ce que je veux mon texte en gras ou en pas gras, en fait? Et donc, la propriété qui va agir là-dessus, ça va être font weight. Donc, par exemple, sur mes liens, je sais pas, je vais laisser ça, et je vais rajouter un autre sélecteur. Donc, sur mes liens, je vais vouloir faire font-weight, et je vais vouloir le dire bold. J'enregistre, je rafraîchis ma page. Donc j'ai dit à tous mes liens d'être en gras. Je vais voir, et effectivement, mes liens, ils sont en gras maintenant. On va avoir, donc ça c'est font weight. Font weight, par défaut, c'est normal, et on va pouvoir le mettre en bold si on a envie, et dans ce cas-là, ça sera gras. On a aussi une autre propriété qui s'appelle font size. Donc si, par exemple, sur mes liens, toujours, j'essaye de modifier la font size, ça va être la grosseur du texte. Donc si j'essaye, par exemple, 24 px, j'enregistre, je teste, en rafraîchissant la page. Ici, je vois qu'effectivement, tous mes liens, ils ont grossi, en fait. Et je peux même essayer quelque chose d'énorme. Je vais faire 96. Je rafraîchis. Vous voyez que mes liens sont devenus vraiment énormes, en fait. Donc, cette propriété, elle est vraiment essentielle. C'est la grosseur du texte. Ensuite, il y a est-ce que je veux que ça, vous le connaissez, parce que si vous utilisez Word, vous utilisez déjà, c'est est-ce que je veux que mon texte, par exemple sur mes paragraphes, il soit ferré à gauche, ou est-ce que je veux qu'il soit centré, ou est-ce que je veux qu'il soit ferré à droite? La propriété qui agit là-dessus, c'est text line. Donc, par exemple, sur mes paragraphes, je vais pouvoir dire text line, 2 points, et je vais dire right. Je vais essayer, je rafraîchis. Là, vous voyez que maintenant, dans tous mes paragraphes, ils sont ferrés
à droite. Si je fais Center, tous mes paragraphes, maintenant, ils sont bien, le texte à l'intérieur, il est bien centré. Donc TextLine aussi, ça va être une propriété vraiment fondamentale. Il y en a une autre qui est un peu moins fondamentale, c'est comment est-ce que je vais pouvoir transformer du texte qui a été écrit en minuscule en texte tout en majuscule. C'est Text Transform. Si par exemple je le fais sur mes H1 par exemple, tous mes H1, je voudrais dire Text Transform uppercase. Uppercase. Je regarde, donc moi mes H1 ils étaient comme ça. Maintenant je rafraîchis. Pardon, il était là. Maintenant, mon H1, effectivement, il est tout en majuscule. Donc c'est Text Transform. Uppercase. Il y a une autre propriété qui va être bien, c'est pour pouvoir modifier la police de caractère. Là, finalement, ce texte-là, on n'a pas choisi dans quelle typographie devait être affiché. On va pouvoir le faire grâce à justement font family. Donc en CSS, par exemple, je vais pouvoir dire à mes H1, je vais pouvoir changer leur font family et dire, par exemple, 100-serif. Ça, c'est une valeur possible. Donc, je vais regarder sur mes H1. Vous voyez, c'était écrit comme ça. Je rafraîchis ma page. Là, vous voyez que maintenant, la police, elle a changé. C'est une police qui, maintenant, est droite. Vous voyez, il n'y a pas les pointes. Et justement, ça, c'est ce qu'on appelle une police droite. C'est une police qu'on dit être sans sérif. Au contraire, du coup, d'une police sérif. Et une police sérif, ça va être une police qui a des pointes comme ça, en fait. Donc, font family, voilà, ça va nous permettre de changer la police. On a une propriété qui s'appelle Text Decoration qui va nous permettre de choisir si, par exemple, on veut que le texte soit souligné ou non. Si on essaye, par exemple, à nos paragraphes, on va pouvoir dire text-decoration, : au début, c'est pas souligné, mais on va pouvoir dire underline. Si je passe mes paragraphes comme ça, ici, je vois que tous mes paragraphes, ils sont soulignés maintenant. On a une propriété qui s'appelle border, et celle-là, regardez, on va l'essayer différemment. Donc, par exemple, sur ce paragraphe-là, ça, vous pouvez tous le faire dans Chrome, vous pouvez cliquer droit et faire Inspect. Quand vous faites ça, ça va vous ouvrir ici un outil qui s'appelle DevTools. Ça, c'est l'outil du développeur. C'est ce qui lui permet de venir interagir avec la page pour la bidouiller, on va dire. Donc nous, on va utiliser justement cet outil pour tester quelque chose. On voudrait par exemple que, ici, on retrouve notre HTML qu'on a écrit, et on voudrait que sur ce paragraphe-là, on mette une bordure en CSS. Donc ici, vous voyez que vous allez avoir, donc dans l'onglet Elements, en bas, vous avez ici ce qui ressemble à du CSS, et vous avez element.style. Si vous cliquez au milieu, vous allez pouvoir rajouter quelque chose. Par exemple, je vais pouvoir rajouter color de point yellow. Et donc, je vais pouvoir tester voilà, des choses en CSS comme ça, en fait. Donc là, ce qu'on voudrait, donc c'est pas color yellow qu'on voulait tester, donc on peut le désactiver aussi grâce à ça, grâce à la petite coche ici. Mais on peut recliquer pour rajouter notre propriété. Nous, ce qu'on voudrait tester, c'est border. Donc la propriété border, de point, sa valeur, c'est l'épaisseur de la bordure et le style de la bordure. Et aussi la couleur. Donc là, en fait, je dis, je veux une bordure, sur mon paragraphe, je veux une bordure qui soit de 10 pixels, voilà. Je veux qu'elle soit solide, donc ça veut dire pleine, en fait, et verte. Et donc, ce que vous voyez, c'est qu'autour de la balise P, ça va bien rajouter une bordure, en fait. Il y a d'autres choses sur les bordures. Il y a, par exemple, donc là, on a utilisé solide, mais il y a d'autres styles. Il y a, par exemple, je vais changer solide, je
je vais mettre dashed. Et là, vous voyez que cette fois-ci, ça fait une bordure qui est en pointillé. Donc voilà, il y a plein de styles comme ça possibles. Et maintenant, on va parler d'une notion essentielle, c'est le box model. Donc autour justement d'une bordure comme ça, enfin, plutôt en fait, chaque balise dans notre page va être soumise au box model. On va voir ce que c'est. Et donc chaque balise de notre page, elle va pouvoir avoir une bordure comme ça autour de son contenu, en fait, autour de son texte. On l'a fait là par exemple avec ce paragraphe. Le paragraphe, c'est une balise, et voilà, elle peut avoir une bordure comme on vient de voir. Aussi, n'importe quelle balise, elle va pouvoir avoir de la marge interne, c'est-à-dire de l'espace entre la bordure et son contenu, en fait. Donc on va essayer. On va, en plus de la bordure, rajouter la propriété padding, et on va pouvoir mettre, par exemple, je sais pas, 100 pixels. Et là, vous voyez que entre la bordure et le texte, c'est venu rajouter de la marge interne, en fait. De la marge interne à cette boîte, en fait. Donc cette marge interne, c'est ce qu'on appelle le padding. Et voilà comment on l'écrit. En plus de la marge interne, on va aussi avoir la notion de marge externe. Donc là, sur ce paragraphe, je vais pouvoir dire margin, et je vais peut-être dire 50 pixels. Donc c'est quoi le margin? C'est ce que vous voyez en orange, en fait. Donc c'est de la marge qui s'est mise tout autour de la boîte. Et du coup, vous voyez que ça a fait... Qu'est-ce que ça a eu comme effet de mettre du margin? Ça a eu pour effet de se décaler de cet élément-là, en fait. Ça s'est repoussé parce que, non, j'ai de la marge autour de moi, je descends, quoi. Tu ne dois pas venir me coller, j'ai de la marge autour de moi. Donc c'est ça que ça permet, voilà. Le margin, c'est de rajouter de la marge externe. Et enfin, ce qu'il faut qu'on voit, c'est que avant qu'on applique ce CSS, donc si j'enlève toutes mes règles CSS que j'ai écrites et que je rafraîchis ma page, donc ma page, voilà, elle n'est pas rose, elle n'a pas de bordure, elle est revenue au point de départ, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même déjà certains styles qui sont présents. Par exemple, le fait de l'avoir mis dans une balise H1, Chiara Phillips, ce qu'on voit, c'est que par défaut, elle est plus grosse, le texte, il est plus gros que ce texte-là, en fait. Et ce qu'on voit aussi, c'est que par défaut, ce texte, il est en gras, alors que j'ai rien dit, je ne lui ai pas dit explicitement d'être gras, et par défaut, pour autant, il l'est. Donc ça, c'est dû au fait qu'il y a des styles qui sont déjà définis par défaut, et qui sont propres à chacune des balises. Par exemple, sur les balises H1, il y a un style qui est prédéfini, qui est que le texte doit être plus gros. Pareil, sur les balises paragraphes, ce qu'on a vu, c'est que, par exemple, sur ce paragraphe-là, vous voyez qu'il n'est pas collé à Chiara Phillips. Pourquoi il n'est pas collé? Parce que justement, sur lui, il y a déjà du margin qui est appliqué. Sans que j'ai eu besoin de le mettre, par défaut, il y a du margin sur les paragraphes. Pareil sur les liens. Sur les liens, ils ont déjà une couleur par défaut. En fait, c'est pas moi qui leur ai dit d'être bleu, et tout seul par défaut, en fait, les liens, ils sont bleus. Donc ça, c'est important de le comprendre qu'il y a des styles par défaut. Parce que ces styles, des fois, là, en l'occurrence, ça ne nous dérange pas trop, mais peut-être que la taille, c'est pas exactement celle qu'on voudrait. Donc peut-être qu'on va avoir envie de changer la taille et de contrer le style par défaut, en fait. Donc les sélecteurs, on en a déjà vu, on a vu ce sélecteur-là, par exemple. Donc le sélecteur, on a dit, c'est ce qu'on met avant les accolades. Et on a dit que c'était qui allait être stylisé par cette couleur rouge, en fait. Et donc là, c'est tous les paragraphes de la page. Donc celui-là, on le connaît, ce sélecteur. On a vu qu'on pouvait aussi mettre virgule,
et que dans ce cas-là, on allait styliser à la fois les paragraphes et en même temps les UL. Il y a un autre type de sélecteur qui va être dièse. Donc c'est quoi dièse? Donc il y a un sélecteur qu'on va pouvoir écrire comme ça par exemple. Dièse XP, dièse, je vais faire dièse Bobby, et on va faire color green. Donc là, en fait, la couleur green, elle s'applique à qui? Elle s'applique à ce sélecteur-là. Et en fait, dièse, ça permet quoi? Ça permet de donner un nom à quelqu'un. Donc par exemple, je vais dire Bobby, c'est toi en fait. Et donc pour dire Bobby, c'est toi, je vais faire ID, je vais rajouter un attribut ID égale, et je vais dire Bobby. Donc grâce à cet attribut ID égale, je suis en train de donner un nom à cette balise H2 spécifiquement. Et grâce au dièse, je vais appliquer la color green à la balise qui porte l'ID Bobby. Donc en fait, la couleur va s'appliquer à expérience. Donc là, j'enregistre, je rafraîchis. Il n'y a que voilà, cette balise qui est verte parce que c'est elle, Bobby, en fait. Donc ça, c'est les ID. Maintenant, si je voulais... donc je vais enlever tout. Je vais juste garder Bobby voilà, en vert. Je rafraîchis. Donc là, il n'y a que voilà, expérience qui est en vert. Maintenant, je voudrais faire quoi? Donc dans mon HTML, je voudrais que ce paragraphe et ce paragraphe, ils soient en violet. Donc ben, peut-être je peux faire la même chose. Je peux dire ID égale, et je vais lui dire, je vais l'appeler location, par exemple, location 1. Donc je suis en train de donner un nom à ce paragraphe, et puis je vais faire pareil avec lui. Et lui, je vais l'appeler location 2. Et donc, si je veux styliser ces deux choses, maintenant qu'elles ont toutes les deux un nom, je vais pouvoir faire dièse location 1, virgule, dièse location 2. Donc ces deux choses-là, je vais leur dire par exemple d'être color pink. Donc là, je suis en train de dire, applique la couleur pink à l'élément d'ID location 1 et l'élément d'ID location 2. J'enregistre, je rafraîchis. Ici, je vois que mes deux paragraphes sont bien passés en rose. L'inconvénient, c'est que j'ai été obligé de les nommer chacun avec un nom propre en fait. Lui, location 1 et lui, location 2. Il y a une autre façon de faire, c'est de, plutôt que d'utiliser ID, on va pouvoir utiliser l'attribut classe égale. Et quand j'utilise classe égale, je vais l'appeler location. Et classe égale, ça va nous permettre de partager un nom en fait. Je vais dire, ces deux balises, elles sont de classe location, c'est-à-dire, je vais pouvoir les désigner sous le même nom en fait. Donc pour ça, je vais faire .location. Et ça, ce que ça dit, c'est que toutes les balises qui portent la classe location, donc en fait, je suis en train de désigner ces deux choses-là, mais sous le même nom cette fois-ci. Et donc, si je rafraîchis, c'est bon, elles sont toutes les deux encore roses. Et si j'ai envie d'en rajouter une troisième, je peux. Par exemple, je vais dire, par exemple, lui, je peux lui rajouter la classe location, le même nom que les autres. Et du coup, il va lui aussi maintenant être en rose. Donc voilà, le point en CSS, ça va désigner les choses qui portent la classe de ce qui suit ici, en fait. Donc là, on a vu un petit peu comme l'ensemble des propriétés qu'on va pouvoir utiliser pour styliser notre CV. Donc, je vais annuler tout ça. On va revenir juste au HTML qu'on avait à la base.
On va garder le lien vers la feuille de style. Et maintenant, on va s'occuper de vraiment le faire ressembler à la maquette. Donc voilà, donc on repart de zéro. Et avec tout ce qu'on a appris, maintenant, on va être capable de faire coller cette page à la maquette. Peut-être on va se réouvrir la maquette sous les yeux. Donc, je vous ai mis le lien de la maquette. C'est un lien Figma. Si vous retournez aux premières slides, quand il y avait la maquette au tout début, j'aurais dû vous le montrer, il y a un lien qui vous permet de l'ouvrir dans un outil qui s'appelle Figma. Je vais juste vous le remontrer. C'était au tout début. Ici, voilà, quand vous avez la maquette, vous avez le lien Open in Figma. Si vous cliquez, ça va vous ouvrir justement cette maquette dans un outil qui est un outil en ligne qui permet de designer des pages, de faire du design graphique. Et Figma, vous pouvez aussi l'installer comme une application de votre ordinateur, donc moi je l'ai fait, ou alors vous pouvez passer par le lien directement, c'est au choix en fait. Donc comme ça, voilà, moi j'ai Figma et comme ça j'ai la maquette sous les yeux en fait. Donc, ok, donc maintenant on repart de là. Donc première chose peut-être qu'on va faire, c'est de styliser l'image en fait. Donc cette image, déjà on voit que ici peut-être elle est trop grosse. Donc on va vouloir lui définir une... Donc comment est-ce que déjà on va pouvoir lui appliquer du style à cette image? Il va falloir qu'on écrive un sélecteur. Et donc ce sélecteur, ça va être la balise image. Voilà. À qui est-ce qu'on va appliquer du style? À la balise IMG de notre page. Et qu'est-ce qu'on va vouloir lui dire? On va vouloir lui dire width. Alors ça c'est une propriété qu'on n'a pas vue, mais c'est une propriété qui permet de dimensionner l'image, donc de lui donner une largeur. Donc on va lui dire width. Je vais regarder sur ma maquette. Donc là, elle fait 294 pixels de large. Donc je vais faire width 294 pixels. J'enregistre. Je vais vérifier que ça s'applique bien ici. Donc je rafraîchis ma page. J'inspecte peut-être l'image et je vois qu'elle fait bien maintenant 294 pixels de large. Par rapport à la maquette, ici, je vois que l'image, elle est dans un rond, en fait. Alors que nous, l'image, elle est carrée. Donc, on va vouloir arrondir les bords. Donc, pour arrondir les bords, il y a une propriété de CSS qui s'appelle border radius. Border radius, ça va être de combien j'arrondis, en fait. Et donc là, on va dire au maximum. Donc, en fait, c'est 100% la valeur. Donc, j'enregistre. On rafraîchit. Maintenant, vous voyez qu'il y a bien des bords arrondis autour de l'image. Ensuite, toujours, je regarde la maquette. Qu'est-ce qu'il faudra qu'on fasse dans un deuxième temps? Ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, le texte, il est centré ici. Et puis là, il est centré aussi. Donc globalement, notre texte, il est plutôt centré, en fait. Donc on va dire, je veux que l'ensemble soit centré. L'ensemble de mon texte, je voudrais qu'il... Là, on voit qu'il est ferré à gauche. On va vouloir dire, non, moi, je voudrais qu'il soit centré. Donc, à votre avis, à qui est-ce qu'on va... À quel sélecteur on va écrire pour pouvoir mettre l'ensemble de notre texte aligné au centre? À quelle balise on va devoir appliquer le style pour désigner l'ensemble de la page? Voilà, body. Parce que c'est la balise body qui contient justement l'ensemble des éléments, en fait. Donc sur body, on va dire text line center, comme on a appris tout à l'heure. Je rafraîchis ma page, et maintenant je vois que l'ensemble de mon texte est bien centré. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Peut-être la police de caractère. Ici, on voit qu'on est sur une police avec serif. Nous, d'après la maquette, c'est plutôt une police droite. Donc, on va changer ça. Donc ça, c'est pareil, on va vouloir le faire pour tout le monde.
Donc, on va le faire dans le body. Donc, dans le body, je vais rajouter une propriété qui va être font family, comme on a vu tout à l'heure, sans serif, pour mettre une police bâton. Donc là, notre police, elle est bien bâton, OK. Pour tout le monde. Ensuite, ce que je vois ici, c'est que j'ai de la marge, en fait. Sur l'ensemble de ma maquette, le texte, en fait, il colle pas au bord, en fait. Alors que moi, il colle au bord. Donc, comment est-ce que je vais faire ça? Je vais, en fait, sur le body, donc sur l'ensemble de la page, vous voyez que la balise body, c'est l'ensemble des choses. Je vais vouloir appliquer du padding. Peut-être je vais le tester ici. Je vais faire padding. Donc, le padding, on a vu, c'est la marge interne. Donc, ça va mettre de la marge et ça va faire que le contenu va être resserré. Padding, je vais peut-être mettre 100 pixels. Et donc là, vous voyez, en jaune, c'est justement le padding que je viens de rajouter au body. Et ça a eu pour effet de décoller le contenu des bords de la page, même ici, en fait. Ça a bien rajouté de la marge interne. Donc, c'est ce qu'on veut, d'après la maquette, voilà. Rien n'est collé au bord de la page, donc on va rajouter du padding. Je vais mettre 100 pixels. Ça a l'air d'être bien, 100 pixels. Ensuite, toujours en regardant la maquette, ici vous avez un bouton là, Toggle Device Toolbar, qui vous permet de simuler un écran. Donc moi je vais me mettre comme ça, et là je vais me mettre sur un écran High DPI. Donc c'est un écran qui va faire 1440 de large par 900. Donc c'est une résolution qui est standard en fait. Donc voilà, sur un écran standard, comment est-ce que ma page web elle rendrait? Elle rendrait comme ça. Et par rapport à la maquette, en fait, je vois que mon texte, il est trop petit, en fait. Donc, je vais vouloir le grossir. Je vais vouloir grossir l'ensemble de mon texte. Tout est trop petit. Donc, toujours dans Body, je vais pouvoir faire Font Size. Font Size. Et je vais mettre un gros chiffre. Donc, je vais mettre, par exemple, 36 pixels. En fait, au départ, c'est 16. La font size de base, c'est 16. Donc, je vais la mettre à 36. Comme ça va être quand même beaucoup plus gros. Je rafraîchis. Et là, effectivement, maintenant, l'ensemble de mon texte, il est plus gros, en fait. Et ça va, dans cette résolution d'écran, là, dans une résolution standard, ça va beaucoup plus ressembler à la maquette. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Peut-être mes titres. Mon H1, par exemple, là, je vois qu'il est en lettres capitales. Alors que moi, sur ma maquette, là, sur mon site, pardon, il n'est pas en lettres capitales. Donc ça, je vais vouloir le changer. Donc c'est pareil, je vais rajouter un sélecteur. À qui est-ce que je vais appliquer ça? Au H1. Quelle est la propriété que je veux appliquer? Text transform. Et je veux lui dire d'être uppercase. Je rafraîchis. Maintenant, voilà, Cara Phillips est bien en lettres capitales. Pareil pour lui, en fait. Graphics and Web Development, selon la maquette, là, il devrait être en lettres capitales. Et en plus, je vois qu'il devrait être gris. Donc, comment est-ce que je vais lui appliquer du style à lui, en fait? Ben, lui, il n'a pas de nom en particulier. Donc, si, en fait, j'essaye de faire P, donc je voudrais, par exemple, mettre color gris, l'inconvénient, c'est que ça va s'appliquer à l'ensemble des paragraphes. Tous mes paragraphes vont passer en gris, alors que je voudrais que ce soit que lui. Donc là, la solution qu'on a vue, c'est que on va pouvoir lui donner un nom. Donc là, je vais lui donner un nom, et je vais lui donner, par exemple, le nom de tagline. Et comme ça, au lieu de l'appliquer à la couleur grise à tous les P, je vais pouvoir l'appliquer seulement à tagline, à l'élément dont l'ID c'est tagline. Je rafraîchis, et maintenant, il n'y a plus que lui qui est passé en gris. Je vais vouloir qu'il soit gris, et je vais aussi vouloir qu'il soit uppercase. Donc, je le rajoute, je rafraîchis. Maintenant, là, je vois quelque chose qui n'est pas bon, c'est il est pas collé, en fait, il n'est pas collé à Cara Phillips, alors que sur la maquette, il doit l'être. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir changer ça? Ça, il faut que je regarde pourquoi est-ce qu'il n'est pas collé, en fait. Donc, j'inspecte mon H1, là, je viens ici, et je vois, en fait, je vois quoi? Je vois que sur le H1,
j'ai comme du margin, en fait. Et sur mon P, c'est pareil, j'ai comme du margin. Donc en fait, ça, c'est les styles par défaut dont on a parlé tout à l'heure. Et il faudrait que j'annule le margin bottom, le margin du bas du H1, et il faudrait que j'annule le margin du haut de ce P. Et si j'enlève ces margins, du coup, ils devraient être collés. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Sur ma balise H1, en plus d'être text transform uppercase, je vais vouloir mettre le margin, mais pas tout le margin, juste le bottom. Le margin bottom, je vais vouloir le mettre à 0 pixel. Et sur ma tagline, qui est mon paragraphe, je vais vouloir annuler le margin top. Je rafraîchis ma page, et ça y est, maintenant il colle. Donc le H1, il a plus son margin bottom, il est à 0, par contre il a toujours son margin top, et le P, il a plus son margin top non plus, parce que j'ai décidé de l'annuler en fait. Donc là, j'ai été finalement contrer un style par défaut. Et là aussi. C'est presque fini. Nos H2, là, on voit que, en fait, eux aussi devraient être, en uppercase. Donc ça va être très facile. Tous nos H2, on va leur réappliquer le text transform uppercase. Et aussi, par rapport à la maquette, on voit que doit y avoir de la marge, en fait, ici. Donc, la marge, là, je dois en avoir beaucoup plus que moi, ce que j'ai ici. En fait, là, il n'y en a pas assez, en fait. Donc, sur mes H2, je vais rajouter de la marge en haut et en bas. Donc, je vais dire margin top. Et je vais en mettre, par exemple, je peux le voir sur la maquette, en fait. Je peux sélectionner ici, et en appuyant sur Alt, je peux voir qu'il est à 165 pixels de l'autre, et qu'il est à 107 pixels de celui du bas. Donc c'est ça qu'il faudrait. Donc 165 pixels en haut, et margin bottom, on a 10,107. Je le rafraîchis. L'ensemble de mes H2, déjà ils sont passés en text transform uppercase, et en plus, si je l'inspecte, ce H2, je vois qu'effectivement, il y a de la marge en haut qui a été rajoutée, et en bas aussi. Et donc comme ça, vous voyez que vraiment, on approche du résultat. Il y a quelque chose qui n'est pas bon par rapport à la maquette, c'est que le texte ici, là, à l'intérieur de tout ce texte-là, il est centré, forcément, puisqu'on l'a dit pour tout le monde. Donc nous, maintenant, on voudrait que, par contre, il soit à gauche ici. Et comment est-ce qu'on va désigner que le texte de là? Ben, pour l'instant, on ne peut pas, parce qu'ils n'ont pas de nom, en fait. Vous voyez, par exemple, on parle de quoi? On parle de ça, en fait. On parle de ce que j'ai mis en surbrillance. Je voudrais que ce que j'ai mis en surbrillance, ça soit text line left. Seulement, je ne sais pas le dire pour qui, en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une div autour de tout ça, en fait. Donc, je commence à, autour de tout ça, mettre ma div ouvrante. Et à la fin de tout ça, mettre ma div fermante. Et justement, donc maintenant que je l'ai englobé dans une balise div, je vais pouvoir faire mon décroché vers la droite. Et cette div, donc maintenant qui constitue un groupe qui comprend tout ça, je vais justement lui donner un nom. Et je vais lui dire id égale, je vais lui dire de s'appeler par exemple xp. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir faire pour mettre tout ça à gauche? Je vais pouvoir dire à xp d'être text line left. Donc là, je vais pouvoir rajouter une règle. Comment est-ce que je cible ma div xp dièse xp, parce qu'elle a l'id xp. Et je vais pouvoir lui dire text align left. Je rafraîchis. Et maintenant, vous voyez que ici, ça reste centré, mais tout ce qui se trouve à l'intérieur de ma div xp,
il est bien maintenant text line left. Et ça y est, on y est vraiment presque. Il nous reste peut-être ça. On va devoir, vous voyez que ici, en fait, on n'est pas bien collé. Donc ça, on va inspecter les choses pour comprendre. Donc là, on voit qu'on est sur une H3. La H3, elle, par défaut, on voit qu'elle a une marge en haut et une marge en bas. Donc c'est cette marge en bas qu'on va vouloir annuler. Et elle est suivie d'un paragraphe, donc il y a aussi une marge en haut. Donc on va vouloir annuler la marge du bottom du H3 et la margin top du P. Donc pour mes H3, c'est facile. Pour mes H3, je vais vouloir donc dire margin bottom 0. Et maintenant, comment est-ce que je vais dire pour ce P-là, je veux annuler le margin top, et pour ce P-là aussi? En fait, pour l'instant, ils n'ont pas de nom, ces deux-là. Et c'est eux que je voudrais cibler. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer par classe. Classe, et puis je vais dire, par exemple, location. Donc ces deux paragraphes, je leur mets une classe, donc ils ont un nom qui est partagé, qui va me permettre en CSS de styliser les balises qui sont de classe location et de leur dire d'être margin top 0. Donc là, sur mes H3, j'aurais annulé le margin bottom. Et sur les paragraphes qui suivent, j'aurais annulé, grâce à la classe location, le margin top. Donc voilà. On pourrait encore fignoler par rapport à la maquette. On pourrait toujours essayer de faire coller encore plus proche que la maquette. Mais globalement, on y est presque, en fait. Enfin, on voit que notre CV est quasiment terminé par rapport à la maquette. Je vais revenir là où j'en étais dans mes slides. Bon, c'est pas grave. Donc voilà pour l'exercice. Donc c'est un exercice qui vous a introduit donc au HTML et au CSS. On a vu comment est-ce que, grâce au HTML, on allait pouvoir structurer notre contenu avec différentes balises. Et on a vu que grâce à CSS, on allait pouvoir appliquer des règles de style à ces balises-là, en fait. À travers différentes propriétés CSS. Et aussi, on a vu quelque chose d'important, c'est qu'on ne va pas mélanger le HTML, donc le contenu, avec la présentation. Ça va être deux choses qui sont complètement dissociées. Et ça sera beaucoup plus pratique pour maintenir ça dans le temps, en fait. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Je vous enverrai le code finalisé si vous voulez. Peut-être... Non, vous n'avez pas de questions? Alors, si tu veux, on peut peut-être remonter. Il y a peut-être eu des questions au début. Alors, je suis en train de remonter toute la liste des questions. Marion, c'était clair. Ok, super. Tant mieux. Il y avait Jarry qui demandait Figma, c'est comme Adobe Muse ou Dreamweaver, mais en gratuit. C'est plutôt... alors, je ne connais pas Adobe News, mais en tout cas, c'est plutôt comme, on va dire, Illustrator. C'est plutôt, ou comme un peu Photoshop aussi. C'est juste un logiciel qui est en ligne, ou qu'on peut installer, qui permet de faire des maquettes graphiques. Donc, selon moi, c'est plutôt comme un peu Photoshop. Très bien.
Merci beaucoup Antoine, en tout cas pour cette Malte Academy. Je pense qu'en effet c'était très clair. Donc j'espère que tout le monde a pu coder son CV et que vous allez pouvoir l'utiliser. Du coup, je crois qu'Antoine, tu organises prochainement une autre Malte Academy, donc sur un sujet un petit peu plus expert sur Docker. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, vous pouvez également vous inscrire à cette prochaine Malte Academy. Je vous avais envoyé le lien justement du site que je vous renvoie tout de suite si jamais vous êtes connecté en cours de route. On a une question de Marion. Ouais. Qui demande comment on peut l'intégrer à un email. Ouais. Alors, pour l'intégration des emails, ça va pas être exactement pareil. Parce qu'en fait, c'est vraiment un métier à part, en fait, les intégrations d'emails. Parce qu'en fait, les clients de mail sont très différents, tu vois, ça va dépendre de chacun. Il y en a qui vont utiliser Outlook, il y en a qui vont utiliser Gmail, il y en a qui vont utiliser des vieux clients de mail, etc. Et donc, en fait, ça va être une autre technique. Là, vraiment, ce qu'on vient de voir, c'est plutôt de l'intégration de sites classiques, mais c'est pas directement applicable à une intégration de mailing, même si les concepts restent un peu les mêmes. C'est-à-dire que dans un emailing, tu vas quand même avoir des balises HTML que tu vas styliser avec du CSS, etc. Mais il y aura vraiment des contraintes qui seront propres à ça.